Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Audrey. Merci Audrey d'avoir accepté cette invitation. Et ma première question, ça va être évidemment comment vas-tu? Salut, ça va? Et puis merci à toi de m'avoir proposé d'y participer. Avec plaisir. Du coup, Audrey, bon, c'est vrai que peut-être pour faire un rapide récap, on se connaît parce qu'on bosse ensemble pour un organisme de formation donc, qui est Human Booster. Et donc, le but de ce podcast, finalement, c'est côté formateur. Comme je te disais un petit peu en off tout à l'heure, d'être capable de montrer à la personne qui va écouter qu'elle soit potentiellement un futur formateur ou déjà un formateur ou un futur apprenant ou déjà un apprenant, de voir un petit peu l'envers du décor et le côté formateur, soit pour découvrir, soit pour apprendre des nouvelles choses. Donc Ouais. le but ici, bah, c'est que tu nous fasses un peu un récap de ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Peut-être aussi nous redire un petit peu ben, quel parcours tu as fait, quelle formation et ce sur quoi tu travailles aujourd'hui, en dehors de la formation, pour qu'on comprenne un petit peu mieux l'objectif. Ok, ça marche. Je vais essayer de ne pas faire ça trop long. Donc au niveau de mon parcours de formation, déjà je vais commencer d'assez loin avec le bac. Donc j'ai un bac littéraire. Voilà, c'est pour préciser que même quand on vient d'un bac littérature, on peut faire de l'informatique. Donc un bac littéraire avec option maths quand même, mais bac littéraire quand même. Et même si je pensais qu'avec un bac littéraire, beaucoup de portes étaient fermées, eh ben, j'ai pu faire un BTS informatique. Donc BTS Service informatique aux organisations, SIO, option développement, SLAM. Et derrière ça, j'ai enchaîné sur une licence euh, concepteur réalisateur web, donc qui était vraiment orientée sur le développement de sites et le web design. Et après ça, parce que j'avais pas envie de bosser complètement à 100% et que j'avais encore envie de voir un autre aspect du web, j'ai fait un master en web marketing, où il y avait un tout petit peu de dev, mais c'était surtout orienté web marketing. Et mes 5 années d'études, du coup, je les ai faites en alternance dans une petite boîte des Hautes-Alpes qui a bien accepté de me suivre pendant tout sur ce cursus-là. Et donc, dans cette entreprise, pendant 5 ans, eh ben, ils se sont beaucoup adaptés à mes formations. Donc, j'ai fait du développement web, du web design et du web marketing. Et à l'issue eh bien, de ces 5 ans, pour des raisons personnelles, je me suis retrouvée à rester sur Lyon. Donc, j'ai pas pu continuer avec cette entreprise dans les Hautes-Alpes. Et donc, je me suis lancée en freelance un petit peu du fait du hasard. C'était pas forcément quelque chose qui était prévu dans mon parcours professionnel, puisque j'ai plutôt besoin de sécurité et le CDI, en ce sens, y répondrait plutôt pas mal. Mais la force des choses a fait que voilà, on m'a mis sur la voie de la formation. Donc, je me suis immatriculée pour ça au départ. J'ai commencé finalement, avant même de faire de la formation, par des petits projets clients, que ce soit de la création de sites web ou voilà, du maquettage, des prestations de design. Et puis, depuis 2018, finalement, je fais pas mal de formations, donc aussi bien auprès de centres comme Human Booster qui proposent de la formation de reconversion professionnelle que d'autres centres qui sont plus du cursus classique post-bac. Et en parallèle, eh bien, alors, je suis revenue à des projets un peu freelance parce que jusqu'à octobre, pendant un an, jusqu'à octobre dernier, j'étais directrice marketing et développeuse web dans une école à Paris. Donc, où je faisais du marketing, du web marketing et du développement web, notamment un peu React. Donc voilà, depuis octobre, c'était de nouveau des projets freelance, donc création de sites web, surtout sur WordPress, et puis la formation. Ok. Donc voilà, dans mon parcours. En effet, ça fait un beau parcours. Alors, c'est vrai que c'est fou que tu sois parti d'un bac littéraire et que tu aies eu cette envie de faire du développement. D'où c'est parti? Est-ce que tu avais déjà une appétence? Parce que pour partir, ça, c'est quand même plus côté mathématique, l'informatique. Et c'est vrai que bon, tu nous as dit que tu avais fait l'option maths. Mais est-ce que tu avais voilà, une appétence ou quelque chose comme ça? En fait, c'est assez drôle le fait que je me sois dirigée vers ça, parce que quand j'étais encore au collège, donc j'avais 13 ans à peu près, j'étais à fond sur un site sur lequel je jouais un petit peu, et ce site, je me dis, je veux être informaticienne. À l'époque, on appelait ça plus des informaticiens, donc Mhm. je rêve d'être informaticienne. Et puis, bon, les parents qui rabâchent, c'est une voie de garage. Après, j'étais aussi bien tentée une fois arrivée au lycée pour aller dans le social.
Et je voulais faire une formation d'EduxP en fait après mon bac, sauf que bah, j'étais un peu trop jeune et tout le monde dans l'entourage de mes parents disait ça sert à rien de payer les concours, de toute façon elle est trop jeune, elle sera pas prise. Donc il a fallu trouver autre chose. Et bah, évidemment, je suis revenue vers mon souhait de collégienne de devenir informaticienne. Et malgré les réticences de mes parents, bah, voilà, malgré les réticences de mes parents et mon bac littéraire, il y avait un BTS possible. Et puis l'option maths, malgré tout. Alors ça a changé depuis, ça a évolué le bac, mais à l'époque, l'option maths, c'était vraiment le programme en fait de mathématiques du BTS informatique que j'ai fait. Donc j'ai même eu l'impression finalement qu'il n'y avait pas de meilleur bac possible pour ce BTS que ce bac littéraire avec l'option maths. Ok, et ben c'est vrai que je le connais plutôt bien le BTS SEO parce que j'ai fait aussi un BTS SEO avant mon école d'ingé. Et c'est vrai que le programme, il est court et il est pas mal parce que c'est beaucoup de, enfin je sais pas si tu as eu le même, mais c'est beaucoup d'algo mathématiques en maths. Donc on voit tout ce qui est algèbre de boules, etc. C'est ça. Et c'est vrai que c'est plutôt orienté quand même pratique. Nous on faisait du Python. Alors je sais pas, je pense que c'est lié à chaque BTS, mais notre Ouais, prof non. nous avait fait faire du Python pour commencer. Et ça complétait vachement bien le cursus du BTS. Mm. Mais c'est vrai que c'est top quand même qu'ils aient prévu une option maths dans du littéraire avec de l'algo, quoi. Enfin, de l'algo. Pas de l'algo à proprement Oui, parler, mais... c'était de l'algo. Alors après, ça a changé. Quand j'ai passé le bac, c'était la dernière année avant la réforme, puisqu'après, il y a eu une réforme où l'option maths, c'était en fait les maths du bac ES. Et puis, je crois que ça a encore changé dernièrement, les cursus de bac. Et alors là, c'est encore plus lointain pour que j'ai suivi. Ok, Donc, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. ça marche. Et du coup, t'as tout le temps été sur Lyon? Non, pas du tout. J'ai fait ben, mon bac à Embrun dans les Hautes-Alpes. Vraiment un super site touristique. Même si avec le Covid, on ne peut pas trop bouger. Mais après, je suis allée faire mon BTS à Marseille, puisque je suis originaire au départ de Marseille. Et comme vers Marseille, eh ben, il n'y avait rien, ou du moins je n'ai rien trouvé à l'époque pour faire plus du web design que vraiment du dev. Là, je suis montée un petit peu dans le nord et c'est de là que j'ai commencé à être sur Lyon. Et depuis que j'ai fini mon master, donc j'ai fait ma licence et mon master à Lyon. Et depuis que je les ai terminés, ben, je suis restée ici. Ok. Et du coup, tu nous parlais tout à l'heure que tu étais directrice marketing et donc développeuse aussi pour une boîte de Paris. Hmm. Tout ça, ça se fait à distance ou tu bosses aussi et tu vas à Paris? Non, c'était tout à distance. Ok. Donc tu étais toute seule à gérer le côté marketing et développeuse ou tu avais des gens en dessous de toi ou au même niveau que toi pour développer le Euh, projet? Alors, pour développer le projet, il y avait voilà, vraiment la branche principale, bah, tout le reste de l'équipe à Paris qui a bien développé l'école. Moi, de mon côté, je me suis vraiment chargée de tout ce qui était web marketing, création des campagnes, des campagnes AdWords, du référencement, etc. En développement, ça a été les développements des sites et un mini Moodle, un petit extranet pour avoir les supports pédagogiques. Mais du coup, je faisais ça de mon côté, j'avais pas forcément de personnes, euh, une équipe à driver, on va dire, parce que l'équipe était Hmm, toute petite, on était 5. d'accord. Et donc voilà, mais chacun avait ses tâches bien réparties. Et il y avait un autre développeur, parce qu'on faisait aussi, parmi les 5, on était 3 à faire aussi de la formation, du coup, au sein de cette école. Et parmi donc les 2 autres formateurs étaient aussi des développeurs, donc qui participaient aussi au développement des plateformes en projet pour l'école. Ok. Ouais, c'est super, super intéressant. Du coup, je vais rebondir sur le point de l'immatriculation Oui. de ta micro-entreprise. Et du coup, tu as commencé directement en tant que formatrice pour de la reconversion professionnelle. Ouais, je me suis matriculée en fait en novembre 2017 et là où j'ai vraiment commencé à donner des cours, c'était mi-2018 et ça a été directement auprès d'un public de reconversion professionnelle sur du format de formation bootcamp de 3 mois. Ok. Donc, c'était pas des titres encore comme on voit aujourd'hui, des WM et CDA qui sont certifiants par l'État. Si, c'était l'équivalent de la dev web, donc en 3 mois, ça validait un bac plus 2. D'accord. Ah ouais, Ouais, c'était encore pire qu'aujourd'hui, quoi. Alors, on condense encore plus. Ah, ok, ça marche. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, tu continues la formation. Est-ce que tu bosses, je suppose que oui, mais avec plusieurs OF?
Oui, 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 plusieurs écoles sur Lyon, tout à fait. Ok, alors après, est-ce que tu as le droit de les citer, pas de les citer Alors, Enfin, je, si c'est une disons que je liste, pas une pourrais en liste citer. exhaustive, quoi. C'est ça, il y en a quelques-uns. Disons que, on va dire que le seul organisme de formation à qui j'apprécie de faire de la pub, c'est Human Booster. Pour la reconversion professionnelle, sur Lyon, il y en a d'autres à qui je préfère pas forcément trop faire de pub parce que dans le cadre privé, je ne les recommande pas, donc je vais pas forcément les énumérer là. Et après, j'interviens auprès d'écoles, comme je te disais, cursus classique, post-bac, donc des écoles comme Digital Campus, Sciences U, qui sont d'ailleurs les écoles où j'ai fait mon master et ma licence. Est-ce que tu pourrais donner quelques points de divergence entre des cursus classiques et de la reconversion pro? Est-ce que d'ailleurs tu fais de la formation pro, mais pas reconversion pro, donc pour les professionnels, ou, ou du CPF, qui est vachement en vogue en ce moment? Du coup, non, je fais pas de formation pour les professionnels. J'interviens uniquement en tant que prestataire auprès des organismes de formation qui proposent des formations pour de la reconversion professionnelle. Et du coup, les points de divergence entre les cursus plus classiques et la reconversion professionnelle, des divergences ou de convergence, d'ailleurs, je ne sais plus ce que tu m'as Ouais, demandé, divergence. des divergences. Au final, sur les cursus classiques sur lesquels j'interviens en développement web, on va être sur de l'alternance quand même. Donc, au final, si on prend le volume horaire de cours, il n'y en a pas tant que ça sur l'année, vu que c'est entrecoupé de semaines en entreprise. Donc, après, il y a l'avantage de l'alternance où justement l'étudiant apprend beaucoup en entreprise aussi. Mais finalement, je me rends compte que des formations comme la Dev Web ou la CDA qui sont quand même sur 8 mois à 1 an, on est sur des cours qui sont certes intenses, mais quand même relativement denses. Et moi, la réflexion que je me suis fait quand j'ai commencé à former dans ces milieux-là, c'est que finalement, en moins de temps que ce que moi j'avais fait mon BTS, eh bien, on voyait beaucoup plus de choses que ce que j'avais vu en 2 ans de BTS. Ok. Et que, donc au final, la durée, c'est pas tant parce qu'on a on est souvent un peu rebuté par eux, mais la formation, elle dure que 6 mois. Alors, heureusement, j'ai été en alternance, c'est ce qui m'a permis de combler ça, mais je me rends compte qu'en cours, vraiment, en BTS, j'ai pas vu autant de choses que ce que aujourd'hui j'enseigne, entre guillemets, ou en tout cas tous les modules que peuvent avoir les apprenants sur ces formations un peu plus nouvelles en mode bootcamp. Ça, c'est un point intéressant. Euh, Après, donc un BTS, il y a quand même des matières annexes ou connexes. Moi, je sais qu'on avait. Donc, tu as, du français, tu as de l'économie, euh, Du droit. du droit aussi, ouais, tout à fait. Il y a de l'anglais, évidemment. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même quelques matières connexes. Mais ce que je veux dire par là, c'est derrière, est-ce que tu n'as pas l'impression que le contenu qu'on te donne aujourd'hui, sur 6 mois, est pas trop important pour des gens qui n'ont peut-être pas la compétence de tout emmagasiner. Je dis pas qu'ils sont pas faits pour, mais plutôt qu'en 6 mois, ça fait quand même énormément de data à manger quand même, à ingurgiter. Et est-ce que finalement, à trop vouloir les gaver, on finit pas par qu'il n'y ait plus rien qui rentre, quoi. C'est vrai qu'on se rend compte que quand il commence à y avoir vraiment il y a chaque jour des informations nouvelles qui rentrent, donc eux, ils assimilent, et au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a une grosse charge mentale du fait de cette forte assimilation qui ne s'arrête jamais tout au long de la formation, puisque chaque jour doit être capitalisé pour leur amener de nouvelles notions. Et on remarque que pour une grande majorité, c'est quand même voilà, une grosse charge mentale qui peut être très épuisante. Et la majeure partie du temps, c'est vraiment pendant le stage où ils mettent vraiment en pratique ou après le stage, que ce soit en entreprise ou sur du projet personnel où ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont vu pendant la formation, que les connexions se font et que là, ils comprennent, ils ont les déclics et ils comprennent enfin tout, une bonne partie de ce qu'ils ont vu pendant la formation se met vraiment en place uniquement après la formation parce que sur le moment, c'est comme tu dis un peu du gavage, ça rentre et au bout d'un moment ça en peut plus. Donc voilà, ils ont les infos quelque part dans le cerveau qui lui emmagasine tout, Hmm. plutôt dans la part inconsciente. Et puis à un moment donné, à force de pratiquer, que ce soit pour un stage ou parce qu'ils sont dans la phase de transition, recherche d'entreprise, et donc ils continuent de pratiquer, à ce moment-là, sur du projet réel, et avec moins la contrainte aussi de rapidité, du rythme de la formation, il y en a qui peuvent enfin se poser et rechercher, les déclics se font
plus facilement et les choses prennent plus sens après que pendant, parce qu'en effet, pendant, ça peut être parfois un peu douloureux. Ouais, le mot est bien choisi. Et est-ce que du coup, toi, t'aurais aimé faire ce type de parcours ben, si t'avais pu plutôt qu'un BTS? Je sais pas, je vais être très honnête parce que j'aime beaucoup le format de l'alternance. Après, j'étais jeune aussi quand je l'ai fait, donc je pense qu'il y a aussi des notions financières qui sont derrière pour certains qui vont du coup être assez déterminantes. Mais c'est vrai que en termes, en tout cas, de contenu, j'avoue que dans mon BTS, j'aurais aimé avoir un contenu qui se rapproche de celui, bah, notamment de la dev web, de la formation dev web, où on a du framework. Enfin, moi, typiquement, mon BTS, j'ai pas tant travaillé que ça en cours, tout ce qui était HTML, CSS, JavaScript. On était plus sur du PHP, C Sharp et Java. Et en Hmm. l'occurrence, bon, c'est pas ce qui m'a le plus animé, le C Sharp et le Java. Et j'ai beaucoup manqué de cet aspect web, en fait, dans mon BTS, qu'on retrouve complètement dans la formation de développeur web, qui porte du coup ce nom. Donc, à ce niveau-là, j'aurais préféré, du coup, ce genre de formation parce que c'est carrément plus axé sur le web, quand le BTS est peut-être un peu trop général, entre guillemets, dans le sens où ça cible, on va dire, la programmation plus générale que vraiment le web. Ok. Et ça, est-ce que tu penses que c'est pas une limitation entre guillemets académique, euh, Certainement. contrairement à donc un bon, ça reste alors c'est moins académique parce que c'est ministériel les dev web et les CDA puisqu'on a un référentiel en entrée donné par le ministère qu'on doit suivre, enfin que les OF doivent suivre et que après qui sont retranscrits aux formateurs. Mais est-ce que comment dire? Parce que c'est vrai que je suis comme toi, moi j'ai fait du C, C++ en BTS. On a fait du PHP, on avait vu rapidement Zend à l'époque, qui est un framework, je ne sais même pas si c'est encore utilisé aujourd'hui. Je pense que Symfony a pris le pas, et avec l'arrivée aussi de Laravel. Mais je trouve que même si c'est long, 2 ans, ça m'a permis d'avoir des très très bonnes bases d'algo. Euh, Contrairement à, je pense aujourd'hui, un parcours dev web où tu vas avoir 4-5 jours d'algo. Et ben, comme on en parlait là il y a 2-3 minutes, ils vont vraiment être gavés d'informations. Ils n'ont pas le temps d'assimiler l'algo, qui vont déjà passer au maquettage, à l'HTML, CSS, au JavaScript. Et tu n'as pas forcément le temps de tout assimiler, de bien tout comprendre. Alors que des fois, il faut passer un mois sur une techno pour avoir un déclic sur certains points, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi, je suis bien contente d'avoir fait mon bac avec l'option maths où j'ai beaucoup vu d'algo à ce moment-là. Où je m'entraînais à faire des petits programmes sur ma calculatrice TI 82, je sais pas. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'étais bien contente. Je me rends compte plus après coup. Sur le moment, on se rend pas forcément compte, mais après coup, je suis bien contente d'avoir eu tout ce bagage-là en algo parce que c'est vrai que ça reste la base de tout, du moment qu'on a la logique de développement et du coup, bah, l'algorithmie, en Mm. fait, on peut à peu près faire n'importe quel langage de développement. Après, c'est que la syntaxe qui change, mais la logique reste la même et la logique est vraiment l'essence de tout en développement. Et c'est vrai qu'en ça, peut-être sur des formations courtes, ça manque un petit peu. Alors, on va l'intégrer au module de développement. On va avoir des exercices où, comme ça fait toujours travailler la logique, on peut avoir des exercices un peu plus tournés algorithmiques. Mais c'est vrai que c'est là où souvent ça peut être difficile, puisque si dès le départ, les apprenants n'ont pas forcément acquis cette logique algorithmique, eh bien, ils vont d'autant plus avoir des difficultés sur les modules de développement par la suite. Yes. Ok. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu aimes vraiment dans la reconversion pro et après plus globalement dans la formation? Alors, ce que j'aime dans la reconversion pro, donc au niveau du public de reconversion professionnelle, c'est que on a tout un panel de personnes qui apportent chacun sa richesse en fait. Donc, des fois dans la reconversion pro, on va retrouver quand même des petits jeunes entre guillemets qui commencent la vingtaine, mais généralement c'est des personnes qui ont quand même un certain bagage professionnel, qui peuvent venir de mondes professionnels totalement différents et du coup, chacun amène son expérience et c'est ce que j'appelle sa richesse. Hmm. Et au final, chaque personne va être unique, ce qui va faire que chaque groupe va être unique. Et moi, ce que j'aime, c'est voir ces gens qui sont du coup déjà très riches de leurs expériences et qui vont encore plus grandir avec la formation
Et je suis d'autant plus contente par la suite quand il y a un lien qui est resté, qui fait que je peux avoir des nouvelles des mois ou des années après. Et d'autant plus quand derrière, voilà, il y a un contrat qui a été fait qui a été pas remporté, mais qui a été signé en développement, ou si même au contraire, j'ai une étudiante, elle s'en sortait très bien en développement, puis malgré tout par la suite, elle se retrouve aujourd'hui, 2 ans et demi après, à s'être encore reconvertie et à devenir coach en développement personnel, et je trouve ça génial. Donc moi, ce que j'adore, je pense que ça s'applique aussi au cursus classique, mais ce que j'adore, c'est voir l'évolution des personnes qui arrivent déjà très riches de leurs expériences et qui grandissent encore plus, je ne sais pas si c'est bon terme, mais qui en tout cas évoluent encore davantage avec la formation et qui continuent toujours d'évoluer par la suite. Et c'est vrai que bon, c'est toujours, et là je vais vers la suite de ta question, c'est toujours très valorisant en tant que formateur de voir cet éveil qui peut se faire, que ce soit aussi bien au niveau du coup d'un public en reconversion pro que des étudiants qui sortent du bac sur un cursus post-bac plus classique. Moi, ce que j'adore, le développement, évidemment, sinon je ne serais pas là-dedans, mais c'est vrai qu'avec la formation, il y a ce rapport humain qui me manque un petit peu quand je suis toute seule derrière un ordinateur, 35 heures par semaine. Là, on est vraiment dans un échange très enrichissant parce que j'espère leur apporter, mais ils m'apportent aussi en retour. Et c'est ça qui m'anime beaucoup. Voilà, savoir que ça peut être un tremplin dans leur vie et que je participe à ce tremplin, c'est quelque chose qui m'anime. Est-ce que tu m'entends? Ouais, ça a l'air de revenir un peu. Bon, super. Alors, troisième tentative. Donc, je disais que je partageais totalement ton point de vue sur le côté social et le côté richesse. Et je sais plus ce que je disais du coup après. Est-ce que c'est... Confinement. Ouais, voilà, par rapport au confinement, et que ça en était presque devenu une drogue en fait d'avoir cette partie vraiment sociale où les gens t'enrichissent et tu les enrichis aussi. Dans le sens où maintenant qu'on est en confinement, un peu en télétravail, je sens un manque de faire de la formation à distance et de pas être auprès des gens et de pas pouvoir leur apporter un max de conseils, un max de valeur ajoutée en fait. Donc bon, je me suis tourné vers les cours vidéo, donc de pouvoir leur apporter un support supplémentaire dans les cours, en plus du distanciel où tu donnes cours, bah voilà, sur les temps, les 7 heures que tu donnes cours. Mais je me rends compte que ouais, c'est impressionnant comment ça m'a transformé moi en 2 ans et demi, la formation, alors que j'étais pas du tout à la base comme ça, quoi, hein, d'être dans le social et tout. Et je me rends compte que ça manque d'avoir ces expériences où les gens ils vont te parler entre midi et deux de bah voilà, le gars il a 50 ans, il a eu 4 métiers différents, il va t'apprendre plein de trucs que tu n'aurais jamais appris d'une autre manière. Et toi, à l'inverse, tu vas lui apprendre plein de trucs pendant la formation, peut-être même en dehors, sur un métier qui veut faire et pratiquer dans les prochains mois, prochaines années. Et c'est incroyable. Et toi, tu prends de la data, lui, il en prend aussi. Et moi, je trouve que c'est vraiment ouf. Et c'est ça je pense, qui me fait le plus vibrer quand je vais en formation, en plus du fait que ces gens-là vont représenter mon métier. Et comme tu disais, et que j'ai à cœur de vraiment me dire, ouais, demain ils vont représenter mon métier, ils vont bien le représenter parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'ils aient les bonnes valeurs et qu'ils ressortent avec le bon cours et les bonnes infos, quoi. Ouais, c'est totalement vrai. Moi, il y a une classe en particulier, un groupe en particulier qui m'a marqué, où justement, ça représente bien ce rapport humain qui s'était créé, où toute la journée, ben voilà, j'étais leur formatrice en développement. En plus, c'était là, à ce moment-là, c'était pas une formation certifiante, c'était sur 3 mois, donc vu qu'il n'y avait pas la certif, à la fin, c'était déjà plus détente, l'ambiance. Et je les ai eus au moins 1 mois et demi sur leurs 3 mois de formation, donc j'étais vraiment, on va dire, un petit peu leur référence tout au long du parcours. Et il y a vraiment un lien humain qui s'est créé où on en est arrivé à un moment donné où après avoir été leur formatrice toute la journée, on se retrouvait après le cours pour que je sois leur coach sportif pendant 1 heure par semaine. Et ça, c'était vraiment génial. Et après, bah, à partir de ces moments off de cours, bah, s'ensuit des discussions sur des sujets vraiment divers et variés, de la cuisine végane aux voitures. Voilà, on part après sur plein de sujets et c'est là où c'est d'autant plus enrichissant en dehors du développement web. Ah, c'est top, Et c'est top. ouais, c'était génial. J'en garde vraiment un très bon souvenir de ce groupe-là. Et c'est vrai que le confinement, bon, nous impacte à tous psychologiquement. Ça peut être compliqué au niveau social voilà, d'être coupé de ça à titre personnel et aussi à titre professionnel. Et bon, si moi j'y vois quand même un avantage
si j'y tire du positif de ce confinement, c'est que comme toi, ça m'a fait développer de nouveaux supports. Et au Mm. final, ben voilà, le développeur web, une de ses qualités premières, c'est de savoir être agile, de savoir s'adapter. Et bien avec ce confinement, voilà, on s'est adapté et ça a été le temps, voilà, un temps pour développer aussi de nouveaux supports de cours sous de nouveaux formats. Et en soi, c'est un gros avantage pour les apprenants, puisqu'il y a les temps de cours, et puis il y a des supports supplémentaires pour après le cours, des exercices supplémentaires avec des supports vidéo ou écrits, chose qu'avant le confinement, je n'avais pas fait, parce que en soi, le présentiel se suffisait à lui-même, on va dire, alors que le téléprésentiel, bah, comme tu dis, ça fait qu'il y a quand même un peu moins d'échanges, il y a moins d'interaction. Et même si c'est pas pénalisant pour la formation, il n'empêche que voilà, on veut compenser Mm. ce manque-là par d'autres choses. Et donc moi, ça a été grâce à ça que j'ai développé de nouveaux supports de cours qui sont vraiment une plus-value pour les apprenants. Mais Yes. évidemment, on a hâte de revenir en C'est sûr. support en plus, donc ça sera tout bénef une fois qu'on Ouais, reprendra une vie normale, entre guillemets. c'est clair. Non, mais c'est vrai que, bon, après, comme tu dis, le téléprésentiel, ça a des avantages sur la remise en question personnelle, sur son travail, comment est-ce qu'on peut apporter toujours plus de valeur. Moi, je vois aussi, ça m'a apporté des clients que j'aurais jamais eu. Je bosse pour des boîtes de Paris. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bah non, Agathe, clairement, on n'aurait jamais bossé avec lui, mais là, c'est Covid, donc on cherche quelqu'un. Vous êtes le seul sur la France qui fait ça en ce moment, donc bah voilà, on vous prend vous. Ah ok. Donc c'est vrai que c'est fun aussi parce que tu vois des horizons que tu n'aurais jamais pu voir avant. Je bosse avec une boîte de Lille aussi. Donc on est à l'opposé, mais bon bah là ça permet de bosser. Et puis tu vas former des gens qui sont en Bretagne, qui sont à Montpellier. Donc C'est c'est ça. ça qui est top quoi. Ça a ouvert vraiment les portes du télétravail pour les entreprises et puis du téléprésentiel qui était développé, mais peut-être pas autant que ce qu'il a été obligé de se développer par la force des choses aujourd'hui. C'est ça, clairement. Du coup, un peu pour rebondir sur ces supports de formation, quand tu as commencé, est-ce que ça a été dur pour toi de te lancer dans la création des supports? Comment... Alors, je vais pas te demander le process, comment tu as fait, mais voilà, un petit jeune ou une petite jeune qui voudrait se lancer euh, et qui a un peu peur ou qui se pose des questions, voilà, est-ce que c'est difficile? Est-ce que toi, tu t'es formé sur la pédagogie? Ou est-ce que c'est sur le tas, tu t'es formé, tu as appris? Est-ce que tu avais des bases? Est-ce que voilà, pour monter le support, ça a été compliqué? Est-ce que tu as eu des problématiques voilà, que j'ai pas en tête, mais Alors, j'ai pas été formée en amont au niveau pédago. En fait, je me suis lancée sur vraiment la pédagogie humaine, on va dire, sans parler vraiment des supports. Ça a été plus des collègues de classe ou des formateurs à moi qui m'ont dit que j'étais plutôt pédagogue. Donc, ça m'a mis en confiance là-dessus, on va dire. Et après, pour les supports vraiment de cours, là où ça a été compliqué, c'est qu'en fait, nous, on arrive avec nos quelques années d'expérience professionnelle. Et même si c'est pas si loin que ça, parce qu'on n'est pas non plus, voilà, on n'est pas non plus trop avancé dans l'âge, mais on se souvient pas forcément de ce que c'était quand on a commencé. Et du coup, la difficulté que j'ai rencontrée au début, c'était de faire des exercices comme des évaluations adaptées au niveau de mes apprenants. Donc ça, pour le coup, je me suis un peu mangé les dents au début. Donc il y a quelques sessions qui se sont aussi un peu mangé les dents sur les exercices ou évaluations. Et on va dire c'est sur le tas qu'après ça a été un réajustement du tir pour proposer des exercices intermédiaires qui permettent une évolution plus graduelle, plus smooth de l'intensité du module ou une évaluation. Bah, quand moi je pensais que ça serait largement fait en 7 heures et qu'au bout de 2 semaines, ils étaient encore en difficulté pour terminer, je me suis dit, OK, là, je me suis un peu emballée. Donc maintenant j'ai une meilleure vision de ça. Et ce que je fais aussi, c'est que je m'appuie sur des étudiants qui viennent de sortir de formation pour leur faire tester mes nouvelles évaluations, se chronométrer et que du coup, je sois au plus juste dans les nouveaux supports que je crée. Ce qui a été compliqué aussi, c'est que c'est un gros travail. C'est-à-dire que quand on dit tu vas faire une semaine de formation, bah, c'est super, on est content, mais c'est pas qu'une semaine de formation en présentiel ou en téléprésentiel, c'est toute la préparation en amont
Alors, une fois que pour le module c'est fait, on va dire, on le réutilise. Mais moi, j'ai commencé donc à faire des supports où on avait simplement l'exercice, le code source, avec un README, donc juste un fichier de texte qui contient l'énoncé avec les quelques indications dedans. Et déjà, ça, c'était long à faire puisqu'il fallait produire l'exercice. Et là, avec le téléprésentiel, bien, l'énoncé light, comme je l'avais fait, ne suffisait pas puisque je n'étais plus en présentiel pour l'expliquer. Donc, il a fallu, à ces exercices qui étaient déjà faits, reprendre la façon de les énoncer avec beaucoup plus d'indications, que tout ce que je pouvais dire à l'oral, eh bien, ce soit retranscrit par écrit, qu'au niveau de la correction, ce soit pas seulement le code source commenté qui soit fourni, mais bien un fichier de texte avec des copier-coller du code qui est expliqué à coup de paragraphes de texte d'explication. Et donc ça, c'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail, sans compter des supports vidéo qui viennent s'ajouter à ça. Donc la difficulté, c'est de savoir jauger si le niveau de difficulté de l'exercice va convenir au niveau du module et des étudiants. Et puis la deuxième difficulté, c'est simplement voilà, le temps que ça prend. Il ne faut pas sous-estimer le temps que ça prend de créer tous ces contenus de cours. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu saurais dire par exemple sur une journée de cours combien de temps ça te met pour créer le support? Alors, si je dois attaquer, là, admettons, un tout nouveau module, donc que je n'ai pas du tout de ressources pour le faire, déjà, il va me falloir le temps de trouver un exercice qui convienne. Donc, moi, je dirais que pour une journée de cours, j'en ai peut-être pour une demi-journée, voire au moins une journée de préparation en amont, le temps de trouver l'idée. Parce que, bon, limite, là, on prend l'exemple d'une journée de cours. Si on prend 3 jours de cours, on va dire, il y a un gros temps, en fait, pour trouver l'idée de ce qu'on va faire. Trouver l'idée de ce qu'on va faire et construire, en fait, un programme pédagogique qui soit cohérent et adapté. Donc ça prend du temps. Après, le mettre en œuvre, vu qu'on connaît voilà, les langages qu'on enseigne, on les connaît assez bien, on les maîtrise assez bien, donc on code assez vite, ça, on va dire, une fois que c'est fait, bah, ça va vite. Le fait de trouver l'idée est beaucoup plus long, je trouve, que de vraiment produire l'exercice. Le fait de venir, si on fait tout le support, comme je disais, écrit, bah, c'est d'autant plus long. Et c'est pour ça que je compte presque autant de préparation que de jours de cours. Ouais, ok. Moi je suis pas loin, comme tu disais, pour même je serais plus à l'inverse. Pour une demi-journée, enfin ça dépend des supports, hein, mais pour une demi-journée de cours, je mettrais quasiment une journée à le faire. Parce que comme tu dis, après ça dépend, parce que si tu prends le volume par exemple une semaine, tu vas faire, je sais pas, admettons du JavaScript ou du React ou de l'Angular. Tu peux créer une application fil rouge un peu sur la semaine. Et donc, Mm. comme tu disais, une fois que tu as trouvé l'idée, ben, tu vas pouvoir l'implémenter et donc dire, bon, bah, d'abord, on va créer donc, tout ce qui est CLI, donc les commandes, enfin, la ligne de commande pour déployer le projet. Après, on va pouvoir ajouter la première brique, donc créer une première page. Après, on va pouvoir ajouter les formulaires, donc ça fait partie d'un autre module. Et donc, c'est vrai qu'une fois que tu sais comment tu vas architecturer, ça va quand même plus vite. Mais, Mm. euh, mais c'est vrai que moi, je me souviens, ma première année, j'avais six cours à donner, je crois. Donc j'avais du développement et des CMS et j'avais des choses où c'est du blabla, donc veille numérique, des choses comme ça. Et je me souviens avoir passé quasiment ouais, les 6 premiers mois à bosser 10 heures par jour pour faire les supports. Parce que d'une part, j'étais newbie, donc j'étais débutant total dans la création de supports. Donc bah, la première fois, tu passes 3 semaines à faire un support. Et puis après, ben, comme tout, hein, une fois que tu as de l'expérience, le deuxième il va mieux, le troisième il va encore mieux, et puis tu te dis putain, le premier il est nul, faut que je le Enfin, refasse. Faut que je le refasse parce que là c'est pas bon, je vais me pointer, je ressemble à rien avec ça. Donc tu refais, et du coup tu as réappris, donc le deuxième tu dis ouais, bon, le deuxième je vais le refaire aussi. Et puis après, bon, avec l'expérience ça va mieux, mais c'est vrai que comme tu dis, le plus dur c'est vraiment d'avoir les ressources de départ et puis, bon, après, tu capitalises quand même sur l'avenir parce qu'une fois que ton cours il est créé, à moins que tu aies un grand changement sur le logiciel ou sur la techno, tu vas pouvoir réutiliser, être flexible dessus et le réadapter. Et c'est plutôt des greffons d'exercices que tu vas rajouter au fur et à mesure. Et c'est ça qui est pas mal, c'est que plus tu vas avoir de promos et plus tu vas donner cours, plus déjà tu vas monter en expérience sur ton propre cours et tu vas pouvoir mm, avoir de la facilité à le donner et un peu diverger sur ce que tu as à présenter d'habitude. Donc tu vas pouvoir faire un peu du freestyle. Et en plus, complètement. des fois, tu vas tomber sur des gens qui ont beaucoup moins compris que d'autres. Donc tu vas donner des exos encore plus simples. Et des fois, au contraire, tu vas tomber sur des gens qui vont ultra vite. Donc tu vas donner encore plus d'exos. Et ça te permet en fait d'enrichir ta base qui au début est une base, c'est une base, hein,
finalement, et qui te permet après de dire, ok, bon ben, pour une fois, on va changer un peu, je vais vous donner un autre type d'exo, et en fait, tu l'as déjà dans ta base parce que ça fait 2 ans que tu donnes cours. Et ça, c'est vrai que sur le long terme, c'est cool. Complètement. Au plus on a de cours sur le module dont on a préparé le support, au plus on le rentabilise au final. C'est ça. Euh, Donc, c'est un investissement en temps, mais voilà, c'est un Ouais, investissement. ça prend du temps. C'est vrai que ça prend du temps. Moi, par exemple, pour les TP, je sais que quand je dev le TP, je multiplie à peu près entre 4 et 5 pour avoir la valeur que l'apprenant va mettre. Donc, si je mets 20 minutes, je sais que la personne, elle va mettre entre voilà, 1 heure et demie et 2 heures, à peu Voire près. plus. Voire plus, après, ça dépend. Mais je sais que 4 fois 4 fois 5 ça marche à peu près. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où tu vas tomber sur beaucoup plus. Mm. Mais comme tu dis, c'est vrai que ça, c'est un point qui est intéressant. Des fois, en tant que formateur, on oublie à quel point c'était dur au début et on oublie de se dire ouais, mais attends, moi j'étais à sa place un jour, je comprenais rien parce qu'aujourd'hui ça Mm. me paraît simple parce que j'ai le recul et je sais le faire. Et d'arriver à se repositionner côté apprenant, c'est hyper important et ça met aussi, ça demande beaucoup de remise en question en tant que formateur. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un point, je pense, important à évoquer, quoi. Ouais, complètement. Bah, je m'en étais pas vraiment rendu compte parce que bon, j'essaye toujours d'être, voilà, d'expliquer au plus simple les choses. Et j'ai un étudiant récemment, au cours de l'année dernière, qui me l'a vraiment dit cash. Il m'a dit, mais Audrey, vous vous rendez pas compte, vous les développeurs, vous les développeurs, il m'a lancé, pour vous c'est tellement évident, mais nous même des choses de base, on comprend pas. Vous utilisez des mots, alors je ne sais plus quel mot technique il m'a sorti, des mots techniques qui font tellement partie de notre Ouais. vocabulaire quotidien. Fais-toi, c'est évident ce mot qui veut dire ça. Il me fait, mais regarde, moi tant que je sais pas insister pour que tu m'expliques ce mot en particulier, il me fait, ben, je comprenais pas. Je vais prendre un mot débile parce que c'est mon père à qui j'en ai parlé l'autre jour. Je lui dis oui, pour telle chose, j'ai utilisé un template. Donc, Quoi, voilà. un template? Moi, je continue ma phrase et mon père qui me fait attends, un template, un quoi? C'est trop ça. Ouais. Et donc, ça m'a beaucoup fait rire, mais c'est vrai qu'en soi, ça illustre aussi ce que j'évoque là, même si c'était pas forcément sur ce genre de terme-là. Mais c'est vrai qu'on a des mots qui font partie de notre quotidien professionnel depuis des années, à tel point qu'on en a oublié qu'ils ne font pas partie du langage courant. Ouais. Et donc, c'est en ça aussi où, en tant que formateur, il est essentiel d'être ouvert à la remise en question personnelle parce que on n'est pas une finalité et il faut savoir accepter les feedbacks des apprenants pour se remettre en question, pour encore mieux s'adapter à eux et toujours plus leur apporter. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même des fois, je parle. Là, je viens de terminer un site pour un client qui était graphiste avant, donc il connaissait un peu des termes du métier. Et néanmoins, je lui parlais avec des termes très très simples. C'est même lui qui, au contraire, m'a repris en me disant oui, oui, non, mais je vois, j'étais un peu du métier. Maintenant, j'essaye tellement de faire au plus simple pour être sûr qu'on me comprenne bien que ça fait la boucle inverse finalement. Ouais, des formations professionnelles. Bah après c'est bien parce qu'au moins tout le monde arrive à jauger le niveau et à comprendre les propos. Mais c'est vrai que tu as raison, on a un langage ben, qui est un langage où on mélange un peu de l'anglais, du français. Et quand je me rappelle des postes café avec les collègues, ouais, c'est vrai que t'avais. Moi, j'étais dans un cowork avec une start-up et on avait des gens qui étaient du domaine qui avaient rien à voir. Il y en avait un qui faisait de la 3D, il y en a un qui était comptable. Quand ils nous regardaient, ils disaient c'est quoi ces spécimens quoi? Ils sortent d'où? On les a lâchés de l'asile d'à côté, ils sont venus boire le café. Non, non, on parle juste notre langage. Ouais, tu vas déployer la pipeline pour les tests unitaires et après ça va build automatiquement. Ouah. Mais pourtant Entre nous, après, mais c'est vrai ouais. qu'au départ, c'est pas évident. Et c'est vrai que comme tu dis, l'apprenant qui débute, il n'a pas ce vocabulaire. Et moi, je le vois en culture numérique, où ben, quand j'essaye de dégrossir certains mots, comme j'arrive souvent au tout début d'un parcours, je leur parle de certaines choses. Ouais, mais ça, vous verrez en API. Ah ouais, mais c'est quoi une API? Ah ok. Alors, on va reprendre une API, je vais faire un petit schéma, ça va aller vite. Vous voyez comment marche un serveur? Ah non, pas du tout. Ok, ben on va voir comment les requêtes, elles fonctionnent. Et c'est là où tu dis, putain, mais en fait, j'ai énormément de data dans le cerveau que eux ont pas. On en revient à tout à l'heure, la valeur ajoutée. Et moi, je suis frustré de ne pas pouvoir donner tout ce que je sais dans mon cerveau. J'aimerais pouvoir tout évacuer et leur dire, mais tenez, mais prenez tout. Comme ça, on a tous la même base. Et maintenant, on va charbonner, on va faire des trucs de ouf, ça va être super.
Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de toute la culture qu'on a acquise sur les années de travail, le Mm. vocabulaire, les expressions, comment fonctionne Internet globalement, parce que c'est Oui, hyper important dans le développement de bien comprendre comment fonctionne un serveur, comment les requêtes elles se font, comment est-ce qu'on va développer du back-end, comment tout va communiquer. Parce que c'est vrai que du moi, back-end, du je ne back-end, sais pas forcément. parce que c'est vrai que j'en vois beaucoup, souvent qui veulent faire peut-être que du front, et je leur dis, ouais, mais tu sais comment ça marche derrière? Ah bah non. Ah bah ouais, mais faut peut-être que tu comprennes, même si tu veux pas le faire, faut peut-être que tu comprennes comment ça, la tambouille elle se fait derrière pour bien comprendre comment bien faire du front. C'est pas, on fait pas juste du JavaScript et puis basta quoi. C'est un ensemble. Si tu veux être bon, il faut savoir tout faire ou au moins tout comprendre. Oui, avoir déjà un petit peu une visibilité sur la globalité avant de se concentrer sur une façon de faire ou une chose en particulier. Mm, c'est ça. Du coup, si on essaye de clôturer cette partie formateur, est-ce que tu pourrais donner deux ou trois conseils à un futur formateur qui nous écoute? Alors, ben, premier conseil, ça pourrait être de reprendre ses propres cours de formation. Bon, moi, pour le coup, je les avais pas forcément gardés, donc malheureusement, j'ai pas pu m'appuyer dessus, mais ça peut déjà être une bonne aide dans la création de ses contenus de cours. Mm, Après, ça serait aussi le grand conseil, ben, comme je disais tout à l'heure, d'être ouvert et de savoir se remettre en question. mm. Alors, sans passer dans l'autre extrême qui est de se remettre en question pour tout et n'importe quoi, juste parce qu'à un moment donné, il y a une personne qui nous fait un retour négatif, parce que l'effet miroir fait que voilà, elle n'y arrive pas, donc elle s'en prend à nous et on le prend personnellement. J'essaye de me défaire de ça, mais c'est quelque chose, je pense, à laquelle on est facilement soumis au début. Donc savoir se remettre en question pour toujours mieux s'adapter et plus apporter, et être agile, être flexible et ne pas rester, donc ça va avec la remise en question, mais ne pas rester cantonné à ces supports de cours, même ils sont bien bouclés depuis 2 ans, et ben voilà, il y a le téléprésentiel qui arrive, on s'adapte, on refait une petite refactorisation de supports de cours, on les refait tout propres. Voilà, et après, ne pas hésiter surtout à communiquer avec d'autres formateurs comme avec les étudiants. Moi, je sais que voilà, j'ai mis mes nouveaux supports de cours à disposition. J'ai demandé à mes étudiants, OK, ça vous plaît, vous lisez, est-ce que ça vous est utile? Que si ça vous est pas utile, je m'embête pas à rédiger autant de choses. Et du coup, par rapport au retour que j'ai eu, eh ben, j'ai pu adapter, ça a soit conforté mon idée, soit ça m'a aiguillé vers de nouvelles choses. Donc être vraiment dans la communication, aussi bien avec ses collaborateurs, entre guillemets, formateurs, qu'avec les apprenants. Ok. Donc toi, pour reprendre un peu tes derniers propos, tu benchmarks tes cours ou tes nouveaux supports en les envoyant à des anciens apprenants ou à des formateurs actuels. Ouais, complètement. Surtout à mes anciens apprenants. Et en fait, je me sers de leur feedback. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai un apprenant qui m'a dit que ça aurait été bien d'avoir encore plus de supports de cours écrits. Hmm. Donc là, quand je les ai eu faits, je lui ai envoyé. Il m'a dit, oh putain, Audrey, mais j'aurais tellement aimé qu'on ait ça quand on a eu la formation. Ils ont trop de la chance, tes nouveaux étudiants. Mais voilà, je me sers en fait, moi, j'avais pas conscience, puisque ça m'avait jamais été forcément demandé avant, j'avais pas conscience que la doc ne suffisait pas. Que pour moi, la documentation en ligne des langages, des technos était suffisante, vu que Google est notre ami en tant que développeur. Et bon, bah, il se trouve que c'était peut-être déjà un peu trop dès le départ pour eux et qu'avoir une strie au milieu qui vient faire le tremplin entre l'exercice, un petit peu de texte et que ça renvoie vers la doc en complément, bah, ça peut aider beaucoup. Donc ouais, moi, je me sers beaucoup de mes anciens étudiants, avec ceux avec qui je suis restée le plus proche, on va dire, donc avec qui je suis en communication assez régulière. Et voilà, là, par exemple, j'ai fait une évaluation pour une classe de master où je veux mêler un QCM et un TP. Bon, ben, s'il te plaît, est-ce que tu peux te chronométrer pendant que tu passes le QCM? Parce que moi, j'envisage qu'il va durer tant de temps, mais est-ce que tu peux te chronométrer? Ça sera plus juste ton retour à toi que celui que moi, j'imagine. Et comme ça, voilà, je m'adapte, j'essaye de faire au plus proche, en tout cas, du besoin. Ok. Et une question après qui me vient par rapport à ces supports écrits. Deux questions même. Est-ce que d'une part, tu penses pas que ça soit négatif d'avoir trop de supports? Euh, alors, pour deux raisons, et qui font mes deux questions. L'une, c'est de trop assister l'apprenant.
et du coup de rendre en fait de rendre l'apprenant trop dépendant de la documentation et ce qui fait que, ben, en fait, en 6 mois, moi je pars du principe qu'en 6 mois, ils se doivent de chercher l'information. Parce que déjà que sur les 6 mois, c'est condensé, si en plus on leur mâche le travail, et je le vois un petit peu avec les apprenants et avec certains cours, quand ils ont eu l'habitude d'avoir de la documentation ou de faire du copier-coller sans réfléchir, quand on leur demande d'expliquer ce qu'ils ont fait, ils en sont incapables. Et en fait, ils ont pas compris, ils savent faire, mais ils n'ont pas compris l'utilisation de la techno. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est plutôt côté formateur et non plus apprenant. Est-ce que d'avoir une diversification des types de supports, c'est ultra bien, mais comment tu gères si tu as 8 formations et que tu dois gérer tous ces supports qui sont différents. Moi, je vois, pour prendre l'exemple de mon cours Angular que j'ai tourné en vidéo, j'ai mis 2 mois à tourner les vidéos. Donc, il y a 20 heures de vidéo, ça fait à peu près 50 à 60 heures de pratique, avec donc tous les TP corrigés, etc., avec des bonus. Et je me dis, demain, si je dois me retaper à refaire toutes les vidéos, bah, je suis mal. Et donc, j'ai Mm. ça, j'ai les supports PowerPoint. Et je vais m'arrêter là parce que c'est vrai que je me dis, si demain je dois tout refaire, ça va être, le temps va être hyper conséquent pour tout reprendre et j'aurai jamais le temps, quoi. Complètement. Alors du coup, bah, pour te répondre, je te rejoins complètement sur le fait qu'à trop proposer de support, on leur mâche le travail et au final, ils rentrent dans un certain assistanat qui ne leur réussit pas forcément. Et c'est pour ça, au départ, que je ne le proposais pas, tous ces supports écrits, parce que je suis complètement dans cette démarche que le développeur, Google est son ami et un développeur ne sait pas développer, il sait chercher. Il Ouais, sait chercher parce que en tant que développeur, alors je vais le dire exactement comme je le dis à mes étudiants, en tant que développeur, euh, du moins c'est ce que je souhaite, qu'on fasse chaque jour de nouvelles choses. Ou en tout cas qu'on ne soit pas pendant des années à faire tout le temps la même chose qui ne nécessite aucune recherche Internet. Ça, je le souhaite à aucun développeur parce que ça me paraît vraiment déprimant. Donc moi, j'ai espoir que pour tous les développeurs, il y ait toujours de la nouveauté et du challenge. Mais qui dit nouveauté et challenge dit savoir se débrouiller. Et en fait, un développeur est en constante auto-formation. C'est-à-dire que même quand on sort d'une formation, moi je le vois bien, je suis sortie de formation, on était à fond sur jQuery, donc petite surcouche JavaScript. Après ça, il y a Angular qui est arrivé, React, euh, bon, Laravel, je l'avais vu un peu en formation, mais Symfony, et tout ça, je ne l'ai pas vu en cours. mm, Donc, si je ne sais pas, si je ne prends pas le temps, là, ça fait 1 an et demi que je fais traîner mon auto-formation sur React, mais si je ne prends pas le temps de le faire et que je ne sais même pas quelle est la démarche pour m'auto-former, ben, au final, on n'évolue plus et on est has-been dès la sortie de formation. Donc, en ça, je te rejoins complètement. Et c'est pour ça que je ne le faisais pas avant le téléprésentiel. Avec le téléprésentiel, dans la mesure où il y a beaucoup moins d'interactions, je me rends compte que les apprenants osent beaucoup moins dire quand ils ont un souci, alors que quand on est en classe, on les entend qu'ils vont baragouiner dans leur et du coup, on va pouvoir leur donner un indice. Là, ça, on ne l'a pas avec le téléprésentiel. Et alors, je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Je ne pense pas. Il y a sûrement d'autres meilleures solutions. Mais en tout cas, c'est celle que j'ai trouvée qui est un bon complément. Néanmoins, moi, j'essaye toujours. C'est-à-dire que quand ils me disent oui, Audrey, mais comment on fait ça? Alors, il y a des fois la réponse écrite, hein, vraiment dans mes supports. C'est-à-dire qu'il suffit de cliquer sur un lien et il y a la réponse. Là, je leur dis, bah, cherche, lis. Parce qu'il y a souvent, le fait ne serait-ce que de lire, c'est déjà trop. ouais, Et, ils ne sont même pas dans cette démarche, alors que un développeur, il va être confronté à un bug, à une erreur. La solution, elle va être sous ses yeux parce que l'erreur, même si elle est en anglais, elle va être très explicite. mm, Et il y a ce côté de on lit pas. Et donc, même quand on lit, après l'erreur, il faut savoir la chercher. Donc, moi, par rapport à ces supports, alors les supports vraiment écrits, ce que j'appelle des mini-fiches de cours qui vont être une, une, une étape entre la documentation qui est parfois en anglais et la même chose, mais avec ma prose rajoutée par-dessus pour que ce soit plus adressé à un humain qu'à un développeur. Je leur laisse à disposition. Après, je les encourage toujours à faire de la recherche Internet. Et quand je suis en présentiel, je ne leur rappelle même pas qu'il y a ces fiches. S'ils ne prennent pas la peine de lire, je leur dis, bah, t'as essayé de taper ça en anglais sur Google?
regarde ce que ça donne. Ah bah tiens, ce lien-là, oh, Stack Overflow, ah ça va se bénéficier. Oh, la Bible du développeur. Donc, ouais, c'est surtout pour pallier voilà, au petit manque qu'on a par rapport au téléprésentiel, mais tout à fait à fournir trop de support et du coup à finalement éviter que l'apprenant ait à chercher parfois, c'est pas l'aider. Donc c'est pour ça que moi, dans ma façon de faire, j'amène toujours vers la recherche Google. Et après, les supports vidéo, en fait, c'est plus ce que je ferai en cours, des exercices. Donc parfois, il y a des exercices que je fais en cours avec certaines classes que j'ai pas le temps de faire avec d'autres. Par exemple, un module de HTML, CSS. Là, cette semaine, j'étais sur un module comme ça de 4 jours. Euh, j'ai ce même module qui va durer 10 jours avec une autre session. Donc on a beaucoup plus d'exercices de prévus et on prend le temps de les faire en cours. Mais du coup, celle qui n'a duré que 4 jours, même si le niveau est censé être plus avancé puisque c'est un bac plus 3 au lieu d'un bac plus 2, eh ben, on va faire des exercices. On ne pourra pas faire les mêmes qu'en 10 jours. Donc, je leur fournis ce que je fais avec les autres et qui ont été, outre les supports écrits, comme toi, que j'ai enregistré en vidéo avec toutes les explications orales en plus du live coding. Et du coup, ça sert en complément. On a le temps en cours et puis bah, s'il y a à un moment donné un exercice qu'on n'a pas pu finir en cours parce que le temps nous a manqué ou parce qu'il n'est pas prévu qu'on le voit parce qu'on n'a de toute façon pas le temps qui nous a imparti, eh bien, vous pouvez le faire vous. C'est comme au final si on était en cours, puisque je vous fais toute l'explication que je vous ferai en cours. Alors, il n'y a pas la possibilité de questionner en live, mais logiquement, entre le support écrit et tout ce qui peut être dit à l'oral, ça répond à peu près à toutes les questions. Et en plus, avec le téléprésentiel, et maintenant je le fais même en présentiel, j'enregistre dès qu'il y a des temps de cours où les étudiants ne sont pas en autonomie, mais que c'est vraiment, on fait soit on expose une nouvelle notion, soit on fait un corrigé. Ben, j'enregistre ça. Comme ça, derrière, alors ceux qui ont été absents, ça permet qu'ils rattrapent, parce que ça, c'était une vraie problématique que Ouais. j'avais, les absences. Quand on est sur des cursus intensifs, un étudiant qui rate une journée, ça, je ne vais pas dire que c'est fatal parce que c'est un mot fort, mais en tout cas, ça va vraiment l'handicaper. Donc au moins, avec ces enregistrements de cours, ça permet à ces personnes qui ont été absentes de pouvoir récupérer. Et ça permet aux autres qui ont été gavés d'informations, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir le soir ou le week-end, ou plus tard, quand ils veulent, le reprendre à tête reposée. Et donc ça, pour le coup, c'est un vrai avantage que je trouve au replay de cours. Mais par contre, et là, ça m'amène à ta deuxième question, je n'ai pas plus de support que ça. C'est-à-dire que j'ai mes supports écrits Mm. et les vidéos quand j'en ressens le besoin, entre guillemets, c'est-à-dire que par exemple, je l'ai fait pour les exercices de HTML, CSS, je ne l'ai pas encore fait pour les exercices de JavaScript. Et je pense que je vais le faire uniquement pour les premiers exercices de base qui sont plus tournés algorithmie, de façon à ce que les étudiants le fassent avant et que du coup, je puisse enlever toute cette partie-là du module et que sur le module, on puisse aller beaucoup plus loin que perdre parfois 2 journées avec des exercices qui reprennent les bases. Donc au lieu de faire les 10 exercices qui reprennent les bases, bah, qu'il y en ait 6 à faire à la maison avec le support vidéo, etc. Et uniquement 4 en cours, ce qui fait qu'on peut faire encore plus de choses derrière. Ouais. Mais du coup, forcément, je vois pas l'intérêt, je vois pas quel autre support de cours il peut y avoir. Mais je vois pas l'intérêt après de multiplier davantage que ça. C'est vrai que les cours vidéo, ça apporte cette flexibilité, ces différentes possibilités, comme tu dis, par exemple, de préparer un module. Ça peut être aussi de leur donner du contenu pour après le module, Mm. pour qu'ils puissent continuer à se former si tu n'as pas pu tout voir, comme tu le dis, hein. Moi, j'ai aussi des fois où je dois donner, par exemple, Angular 14 jours sur un dev web. Et de l'autre côté, j'ai un client qui va me dire, ouais, mais non, là, le pro, là, tu lui fais en 2 jours. Ah. En 2 jours, mais tu peux pas en monter en compétence sur 2 jours, c'est pas possible. Il me dit, ouais, ouais, mais je t'envoie le programme. Et je vois le programme, c'est un programme qui est similaire à du dev web. Donc, bah là, tu te dis, ouais, mais c'est de l'éthique en plus. Enfin, moi, personnellement, je prends ça comme de l'éthique aussi. Et comme je disais tout à l'heure, de la frustration de me dire, en 2 jours, le gars, je vais peut-être lui montrer le formulaire, comment faire un truc vite fait. Mais en 2 jours, on n'a pas le temps parce que tu peux pas rentrer dans le truc, t'imprégner. Et donc, c'est vraiment pour ça que j'ai pris le temps de faire les vidéos pour pouvoir déployer un maximum de valeur ajoutée pour la personne, pour Mm. après. Et puis en plus, encore une autre possibilité, c'est que tu peux mettre à jour. Alors, enfin, moi, j'utilise une plateforme où ils ont un compte et où ils peuvent avoir accès tout le temps à vitam aeternam. Et donc là, quand je vais mettre à jour le cours ou ajouter des nouveaux modules,
mais même 6 mois, un an après, même si je les connais plus, enfin que je les croise plus, bah, ils auront accès encore au contenu et ils pourront continuer à se former dessus. Et donc ça, je trouve que c'est énorme. Ouais, 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 complètement. Et comme tu dis, voilà, c'est une vraie valeur ajoutée qui sert, donc que ce soit parce qu'on n'a pas eu assez de temps, comme tu prends l'exemple des 2 jours, Mm. ou parce que ben, tu as envie de proposer des choses supplémentaires. Voilà, une notion qu'on sait qu'on va pas aborder en cours, mais qui vous sera utile ou Ouais, qui vous intéressera, ben, hop, petit support. Si vous avez envie, on n'oblige pas, mais si vous avez envie, vous pourrez le faire quand vous voudrez, parce qu'il y a la ressource à disposition. c'est ça. Ça apporte vraiment une continuité dans la pédagogie et je trouve ça vraiment bien. Après, c'est vrai que ça prend du temps. De toute façon, que ça soit un support écrit comme tu disais tout à l'heure, ou vidéo, ou même peut-être d'autres supports hein, qui seraient tout autres, ça demandera forcément du temps. Et puis pour le mettre à jour, bah, ça sera aussi un peu long. Et, Mm. mais après, une question que je voulais te poser, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur des apprenants qui ont des biais d'apprentissage différents du tien? C'est-à-dire, moi je m'en suis rendu compte là sur certaines formations où j'avais quelqu'un qui avait la cinquantaine et où cette personne, et ça me fait penser à ton support écrit, elle retranscrivait chacun de mes propos au mot près sur un papier. Et donc, pour reprendre encore une fois mon cours Angular, hein, elle m'a sorti un PDF de 50 pages retraçant Oh, chacun de mes mots. Ah ouais, ouais. Et le gars, en fait, il me dit non, mais moi, j'apprends pas autrement qu'avec un PDF, en écrit, en full écrit. Et donc, quand je disais un truc, moi, ça m'arrivait de répéter et de changer un peu les mots parce que ça veut dire pareil. Il dit attends, mais Thomas, là, le mot là que tu viens de dire, tout à l'heure, tu avais dit ce mot-là ou cette phrase-là. Ouais, peut-être. Est-ce que ça veut dire exactement pareil? Bah, j'ai dit ouais, ouais, pourquoi? Bah ouais, parce que moi je note. Et après, il surlignait, il faisait des schémas. C'était. Oh, j'avais halluciné, quoi. Halluciné. Il avait fait un bouquin. Donc, est-ce que mm, toi, ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu essaies de le prendre en compte? Et c'est pour ça aussi que je voulais t'amener sur la question des différents supports. mm. Mais après, on part un peu dans le fait que si tu essayes de correspondre à tout le monde, et donc tu essayes d'avoir des supports pour tout le monde, bah, tu te retrouves, si tu fais trop de cours, à faire bah, trop de supports pour trop de personnes et tu passes ton temps à maintenir en fait. C'est ça. Ouais, bah moi j'ai eu le cas d'une personne qui écrivait beaucoup, j'ai eu le cas d'une personne qui avait besoin absolument de schéma, un petit peu en mode organigramme. Pareil, une personne qui avait autour de la cinquantaine et ça m'avait fait pas rire, mais en fait ça m'avait doucement fait rire quand même parce que ça m'a ramené à mes parents qui ont fait des études de comptabilité. Et quand j'ai commencé l'informatique, ma mère me disait, parce qu'elle avait fait un BTS compta info, et elle me dit, mais vous faites les organigrammes comme ça, et elle m'avait fait tout plein d'organigrammes. Et la personne que j'ai eue en cours faisait exactement ça. Et c'était un peu de l'âge de mes parents. Donc ça m'a fait rire parce que je faisais le lien entre les méthodes d'apprentissage qui se faisaient à l'époque et donc qu'on retrouvait là. Et c'est pour ça que j'en suis venue aussi à faire ces supports écrits et vidéo. Et puis après, ben, on est quand on est en cours. C'est vrai que le problème souvent de la formation, que ce soit de la formation au niveau du, je sais plus comment on dit, du primaire, secondaire et de la formation supérieure, Mm. c'est que souvent, on considère que les personnes ont en majorité un mode d'apprentissage et on va du coup uniquement se cantonner à cette majorité. Et les quelques-uns qui sortent de ce cadre, eh ben, on croit, ils peuvent croire qu'ils sont nuls, alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ne sont pas adaptés à ce mode pédagogique. Et du coup, en multipliant un peu les supports, on va dire, on a pour ceux qui vont être très visuels, ben, ils vont avoir le support écrit. Des fois, donc, notamment avec le téléprésentiel, quand je dis quelque chose à l'oral, selon ce que je dis, si je veux que ce soit imprimé par vraiment la majorité, en plus de le dire, ça va parfaitement correspondre aux auditifs, je vais l'écrire aussi, comme ça les visuels. Hop, donc je dis, je vous ai écrit sur le chat, et ils ont l'info écrite, visuelle, et après, tout ce qui vont être un peu plus kinesthésique, ça va être leur faire des... Quand je parle par exemple d'une notion de temps, par exemple les paramètres, Mm. l'envoi de données entre différentes fonctions, je vais leur dire, bah, tu vois là, regarde, imagine, j'ai un ballon, je t'envoie le ballon, bah, tu vois, toi, en l'état, ton code, ce qu'il fait, c'est que le ballon, tu le laisses passer, tu le récupères pas. Et du coup, on va essayer de trouver des schémas, et même à distance, ces métaphores peuvent se faire. Mm. Donc, avec la vidéo et l'écrit, on comble un certain nombre, on couvre, pardon, un certain nombre de personnes. Et puis après, en direct, on va plus facilement pouvoir répondre aux besoins de ceux qui ne sont pas satisfaits par le support vidéo et audio ou écrit. Mais c'est vrai que je
je suis pas pour multiplier davantage, et encore, je verrai pas forcément quel support rajouter encore. Mais comme tu dis, après, c'est pas maintenable, et au final, il vaut mieux avoir quelque chose de maintenable que, on va dire, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, faisons simplement les choses bien, qui puissent être maintenues, plutôt qu'essayer de faire toujours mieux et se perdre, et au final ne plus rien faire, parce que le risque, finalement, c'est de se dire, oh purge, c'est trop, ça me saoule, j'arrête tout. Et ce serait dommage. Il y a trop de support et après t'es dépassé, trop d'objectifs pour avoir quelque chose de propre. Et c'est vrai que ouais, tu feras plus rien en fait. Ok, eh ben écoute, c'était super intéressant. J'aimerais terminer sur une dernière question. Ou plutôt, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils, allez, on va dire deux ou trois, un petit peu comme tu as donné pour les formateurs, mais ce coup-ci pour un apprenant qui va se lancer dans la reconversion pro ou qui débute? Mhm. Avec plaisir. Bah, ça va être les mêmes conseils que je donne à mes apprenants quand je les ai en cours. S'il y a un grand conseil, enfin, j'en ai deux en fait, de vraiment grands conseils à donner. Un grand conseil, déjà, c'est de ne pas se comparer aux autres. Chacun avance à son rythme, chacun est différent, chacun va avoir des appétences plus développées dans un domaine ou dans un langage que dans un autre. Donc surtout, ne pas se comparer aux autres. Comme j'aime bien dire, la seule personne à laquelle on pourrait éventuellement se comparer, c'est celle que nous étions hier, mais pas se comparer aux autres. Le deuxième gros conseil que je pourrais donner, c'est de voir le développement web comme un jeu. Alors pas un jeu pour s'amuser, hein, mais comme un jeu dans le sens challenge. Moi, il m'arrive encore. Enfin, et c'est plus, enfin, je l'avais pas ça au début, donc quand je dis encore, c'est voilà, ça fait quelques années que je le prends comme ça, parce que c'est vraiment un état d'esprit. Je vais passer parfois des heures à bugger devant mon code, et au lieu de m'énerver, comme on peut souvent sentir la frustration qui se transforme en agacement, qui se transforme en colère, et que ça finit par exploser, et qu'on pourrait presque prendre le clavier et l'exploser contre le mur, euh, au lieu de prendre le bug vraiment comme ça, je vois plus comme un challenge. Et j'imagine le code comme une entité qui est là à me mettre au défi. Et du coup, je me dis, ah ouais, tu veux jouer à ça? Ok, ok, vas-y, vas-y. Et voilà, je peux bugger hein, malgré tout pendant des heures. Et puis quand je vais y arriver, parce qu'on y arrive toujours, Hmm. à moins d'abandonner, mais généralement, on y arrive toujours. Et là, c'est tiens, tu vois, je t'ai bien eu, c'est moi qui ai gagné. Et au final, on se rend compte, le métier de développeur, c'est ça, c'est on est tout le temps confronté à des obstacles. Et ce qui est génial, c'est qu'au plus l'obstacle il est grand, au plus la satisfaction derrière, la fierté, elle est énorme. Et au final, je pense qu'on devient un peu drogué à ça. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il faut, pour arriver à être drogué à ça, il faut vraiment le prendre comme un jeu, comme un challenge, de se dire, voilà, je sais que je vais y arriver, ça me fait chier, désolé du terme, mais ça me fait chier, mais j'y vais, et quand on réussit, mais c'est fierté totale, on se dit, mais yes, j'en suis capable en fait. Et moi, avec le recul, il y a des fois, je repense à des choses que j'ai fait en code à mes débuts. Je me dis, mais waouh, comment j'ai réussi à faire ça en fait? C'est tellement. En plus, c'est des langages que je fais plus du VBNet. Je me dis, mais waouh, je me souviens comme j'avais passé une semaine à bugger sur mon truc, personne dans la boîte pour m'aider parce que personne n'avait fait ce truc-là en particulier. Elle me dit, waouh, waouh, waouh. Et quand j'y repense, je me dis, mais waouh, j'ai été un génie à ce moment-là. Je vais pas m'auto- Waouh, après coup, j'étais trop fière. Rien que d'y repenser, trop fière. Et le code, c'est ça, c'est que de la fierté. Hmm. Tant qu'on n'abandonne pas. Mais ça, c'est valable pour tous les domaines de la vie. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. C'est un conseil qui est valable pour tous les domaines. Ok, un troisième conseil? Troisième conseil, bah, je t'avoue que là, à part garder, et ça rejoint l'état d'esprit, toujours un état d'esprit, voilà, être motivé et ne pas rester dans son coin. On est généralement en formation au sein d'un groupe, Hmm. donc servir des richesses de tout le monde Ouais. pour avancer. Si on est coincé, ah oui, un grand conseil encore, si on est coincé à un moment donné, on reste pas tout seul dans son coin à se dire qu'on est nul. Euh, S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, eh ben, on pose sa question parce qu'il n'y a pas de question bête. J'ai un exemple pour ça, un exemple personnel qui n'a rien à voir avec le développement web, mais au lycée, j'étais nulle en physique-chimie parce que j'étais très timide en fait. Alors ça fait rire les gens qui me connaissent maintenant. Quand je leur dis que j'étais très timide, c'était au point où je n'osais pas lever la main en classe. Et donc, bah, notamment en physique-chimie, je ne comprenais rien. Donc évidemment, j'avais une moyenne. Bon, j'avais la moyenne quand même, mais c'était pas folichon. Et puis un jour, je me suis dit, allez,
on s'en fout de ce qu'ils pensent les autres. De toute façon, s'ils me jugent, c'est que c'est des CON. Donc, je m'en fous des avis des CONS. Et j'ai commencé à poser mes questions. Et finalement, je me suis rendu compte que mes questions, j'étais pas la seule à me les poser et que personne n'osait se les poser. Donc finalement, je passais peut-être pour une débile aux yeux de certains, mais que ça répondait à moi et également à d'autres. Et à partir de là, j'ai pu vraiment progresser parce que je comprenais enfin les choses, parce que j'osais poser les questions. Donc, surtout en développement, mais comme dans tout domaine de la vie, il n'y a pas de questions bêtes, même si on a l'impression que c'est une question qui est de l'ordre du débutant alors qu'on en est à la fin du module, et ben, c'est pas grave, on la pose. Bon, après, si c'est parce qu'on n'a rien écouté du module et que on pose la question qui a été expliquée 15 000 fois depuis le début du module, ça la fout mal. Mais si on est vraiment attentif, qu'on est dans l'échange et que y a malgré tout quelque chose qu'on ne comprend pas, et même si ça fait 4 fois qu'on dit au formateur je ne comprends pas, bon, après là c'est au formateur de savoir l'expliquer différemment, parce que c'est sûr que réexpliquer tout le temps de la même façon quelque chose qui n'est pas compris, ça n'aide pas, mais il n'y a pas de questions bêtes, et c'est qu'en posant ces questions et en finissant par comprendre qu'on peut avancer. Voilà pour le Super. troisième. Eh ben merci bien. On va arrêter là, sauf si tu veux rajouter des choses. Non, écoute, je pense qu'on a été assez, on a balayé pas mal de sujets. Je pense que ça va être assez long à écouter. À réécouter, ouais, tout à fait. Bon, eh ben, je vais m'en occuper peut-être dans la soirée, donc je vais passer une bonne soirée d'écoute. Mais c'est vrai que c'était super intéressant et enrichissant, et c'est aussi pour ça que je le fais, à la fois pour partager aux autres, et Mm. puis aussi pendant cette période pour moi-même en même temps, pour ben, voilà, discuter, que ce soit avec des apprenants ou des formateurs ou formatrices, ben, de sujets liés à notre thématique, mais aussi à des choses qui sont connexes, et en fait on apprend plein de trucs quoi. Et c'est vrai que c'est dommage de rester dans son coin, bah, tu vois, comme tu l'as dit là dans le dernier point, de rester dans son coin, et puis parce que des fois bah, on est à fond dans le truc, on n'a pas le temps quoi. Et donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de prendre le temps, et puis d'avoir aussi cet apport dans la reconversion pro, où je vois que, pour reprendre ce que je disais au début, que les 6 mois d'un parcours, c'est quand même c'est trop intense à mon sens aujourd'hui. Euh, et les gens, ils sortent pas avec assez de compétences. Ils sortent avec du contenu, mais ils sortent pas avec assez de compétences. Et je le vois. Alors après, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le même amour ou la même envie que, je sais pas, sans dire que moi j'avais. Mais c'est vrai que moi, j'étais quand même je suis toujours un gros travailleur. Je suis sorti de mon BTS, même de mon école d'ingé, j'avais un niveau qui était meilleur que les autres, et je savais des trucs. Ben, quand on avait un problème, on se tournait vers Thomas, quoi. Et c'est con à dire, sans me jeter des fleurs, mais voilà, on se tournait vers Thomas. Ouais, Thomas, tu peux faire le projet pour nous? Bah, vas-y, tu fais quoi à ma place? Ouais, je te fais le QCM. Vas-y, ça me saoule le QCM, fais-le à ma place. Non, mais c'est vrai, il faudra pas dire. On trichait dans l'école d'ingé, et on faisait ça, on se mettait en groupe. Moi, j'avais un pote qui faisait de l'UI parce que je suis nul en design. Et par contre, je suis une bête en dev pur. Donc, lui, il faisait l'UI, moi, je faisais le design. Et on avait deux autres potes qui étaient bons un peu en dev et surtout en QCM, etc. Donc, on se mettait à 4, on prenait les projets à 4, on trichait sur les QCM, il les faisait, il nous les donnait. Et nous, on faisait, moi, je torchais avec mon collègue le projet qui était à 4, qui était à faire en un mois, on le faisait en 3 4 jours. Et j'y passais mes soirées, voire des fois des nuits. Mais j'avais un niveau en sortie qui était un niveau qui était assez énorme, comme si j'avais bossé 3 ans en entreprise, quoi. Parce qu'à côté, j'avais plein de side projects, et ça, c'est un point que j'aimerais vraiment. Alors, je vais pas dire que je vais faire une refonte du dev web et du CDA, parce que je suis pas le ministère, mais c'est vrai que peut-être les apprenants, pour moi, ils n'ont pas cette philosophie, cette envie de se dire, ah ouais, j'ai la niaque, je vais y aller les soirs, je vais bosser. Euh, et que finalement, les 7 heures de formation, c'est quoi? C'est 5 6% de ce qu'ils vont apprendre dans leur carrière. Et que Ça, même en dehors, quand ils arrivent en stage, ils prennent une gifle monumentale parce qu'ils se rendent compte ils connaissent tout, mais ils n'ont rien compris. mm. Et la phrase, elle est importante. C'est vraiment, ils connaissent tout, mais ils n'ont rien compris. Et c'est ça où je me dis, il faut qu'on arrive à apporter de la valeur au-delà de la formation pour que ces gens-là, ils rentrent vraiment dans le cursus, et qu'ils rentrent en tant que salariés ou après en freelance avec le meilleur bagage possible, et qu'ils puissent sortir du lot, quoi. Ouais, en fait, c'est vrai que quand ils sont en formation, ils sont trop justement dans le mode étudiant, parfois, je vais pas dire cool douce, mais il n'y a pas forcément la niaque. Alors, sur des
on va en avoir un ou deux qui vont être vraiment au taquet, qui vont y passer des heures et des heures, pas dormir la nuit. Mais ça, c'est vraiment une infime minorité. Et Mm. généralement, en plus, en reconversion pro, on va avoir des parents qui, le Voilà. soir, ont forcément le temps. Et après, on va avoir les jeunes qui vont, alors plus trop avec le Covid, mais qui vont avoir les collègues à retrouver le soir. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément cette envie de bosser. Alors, sûrement parce qu'il n'y a pas forcément la passion qui est arrivée. Moi, je sais que en BTS, parce que j'ai jamais bossé de ma vie en études, jusqu'au BTS où j'ai bien kiffé le PHP. Ah bah de là, je me suis retrouvée à passer des heures le soir à bosser. Mes parents croyaient que j'étais malade tellement ils avaient jamais... J'adore. J'ai jamais eu trop besoin de bosser pour avoir des bonnes notes, donc tranquille quoi. Et puis un jour, ça m'a plu. Et de là, j'ai commencé à y passer des heures et c'était même pas du travail parce que c'était du plaisir. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'avec la formation, ils n'en sont pas encore forcément tous à ce stade-là, ou en tout cas pas dès le départ, et qu'il il faut le déclic où ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas un métier, c'est pas forcément une passion parce que le mot est peut-être trop fort et ça conviendra pas à tout le monde, mais qu'en tout cas, c'est vraiment euh, j'ai pas envie de dire un loisir non plus parce que c'est pas un loisir, c'est un métier. Et ouais, c'est vraiment une activité qu'on prend du plaisir à faire et non pas une simple contrainte. Ouais. Et ça, ils l'ont pas pendant la formation parce qu'ils sont gavés d'infos et ils n'ont pas soit le temps, soit l'envie de faire plus parce que c'est bon, j'ai déjà passé 7 heures à le faire pendant la journée, le soir, j'ai envie de décrocher, quoi. Donc, ils n'ont pas à ce moment-là ce côté vraiment plaisir qui arrive. Et c'est pour ça que je parlais de déclic plus pendant le stage ou après, quand ils sont vraiment en pratique et où là, ils commencent à se confronter à l'effet obstacle surpassé qui amène la petite dose de fierté et où là, on commence à rentrer dans le process de prendre plaisir. Mais avant ça, c'est vrai que ça n'y est pas du tout et c'est pour ça que quand on ne prend pas trop de plaisir, mais il n'y a pas forcément trop la niaque, à part pour ceux qui ont de vraies contraintes et pour qui c'est vraiment limite la formation de la dernière chance, on va Mm. dire, selon leur parcours de vie. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que souvent, on a l'impression qu'il y a un manque de motivation. Mais psychologiquement, ça doit être plus profond que ça. Et c'est qu'ils sont surtout un peu trop assommés Ouais. d'informations. Bon, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, la réflexion autour de tout ça. Non, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ça doit faire déjà un peu plus d'une heure qu'on enregistre. Donc après, je voudrais pas pousser trop loin parce que je sais pas si les gens vont écouter plus d'une heure. Déjà, s'ils écoutent 20 minutes, une demi-heure, je serais grave content parce qu'il y a beaucoup d'informations hyper intéressantes. Mais c'est vrai que c'est un truc qui me tourmente moi depuis 6 7 mois là, depuis le Covid, hein, forcément depuis le premier Covid, où je me dis c'est pas possible. On- Quand j'ai vu qu'on pouvait plus faire passer les mêmes valeurs à distance, je me suis dit c'est mort. Il y a un truc qui a changé, il va falloir qu'on trouve un système pour leur apporter toujours plus de valeur. Donc je suis passé par les vidéos, mais même aujourd'hui les vidéos, je sens que il y a encore un truc à jouer. Donc là je suis sur un projet à côté pour apporter encore plus de valeur et les podcasts en font partie. Mais, euh, mais je sens qu'il y a un truc à jouer et puis parce qu'encore une fois, c'est les gens qui vont représenter notre métier et je me dis c'est pas possible. On peut pas envoyer des gens comme ça à l'abattoir quoi, en entreprise. Non mais c'est vrai, je suis désolé d'utiliser ce mot-là, mais c'est moi je vois passer sur LinkedIn tous les jours des CEO qui mettent ah non mais moi je veux pas des devs web, ils sont nuls. Parce qu'ils ont fait 6 mois et qui disent ouais mais nous on préfère une école d'ingé parce que le gars il a fait 5 ans, il sait de quoi il parle. Dans un sens, on peut pas leur cracher dessus à ces CEO parce qu'ils ont raison. Quand je vois le contenu qu'on leur donne, c'est ce que nous on a peut-être appris en 2 ou 3 ans en BTS ou en licence et ils l'apprennent en 6 mois. Enfin ils l'apprennent même pas, ils le connaissent en 6 mois, ils le comprennent peut-être que la moitié. Donc c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a encore des trucs à faire autour pour leur apporter toujours plus de valeur et puis aussi pour déclencher un peu ce que tu disais, cette passion, si on peut utiliser ce mot-là, ou ce plaisir, ce déclic, qui se disent vraiment avant de rentrer en formation, ok, donc là j'ai le retour de professionnel, donc que ça soit un formateur ou un apprenant qui est déjà en poste aujourd'hui, et lui il l'a ressenti comme ça, il l'a vécu comme ça, il a parlé de ça, moi ça me fait écho, ou pas du tout en fait, ah ouais non. Moi, ça me rebute. Je veux pas passer 10 heures devant mon ordinateur. J'ai une vie sociale, comme tu disais. Parce que mine de rien, et je pense qu'on pourra terminer là-dessus, c'est que je pense que pour être un bon développeur, il faut être un développeur qui travaille énormément et qui fait, comme tu disais, beaucoup de veille.
Et Oui, ça inclut donc de travailler, alors énormément, chacun a sa notion de énormément, mais moi je pense qu'un dev qui bosse en dessous de 7 heures, même en dessous de 8 heures par jour, c'est difficile d'être tout le temps au bon niveau dans un domaine. complètement. Surtout dans un domaine comme ça qui évolue constamment. Donc, même moi, je le vois en tant que freelance formateur. Il y a des trucs où je suis largué parce que j'ai fait 6 mois de formation d'affilée. On me dit, ouais, t'as vu le dernier truc t'as vu le dernier truc en formation? Est-ce que je te parle de la formation, moi? Non, donc viens pas me parler du dernier truc à la mode, des pipelines, du versionning. Ouais, ça fait 6 mois que j'en ai pas fait, je suis perdu. Mais Ouais, c'est ça qui est fou et c'est là où je me dis, ouais, on peut cumuler les deux, mais faut travailler énormément. Et même en tant que dev, moi, enfin, je pense qu'il faut énormément bosser pour être au niveau et être un bon dev. Et surtout être très bon en algo. Et ça mm, reprend le point qu'on disait au début, les bases. S'il y a un truc sur lequel il faut forcer les gens à travailler, c'est le plus pénible, mais c'est l'algo. Parce que, comme tu disais, c'est la base commune et tous les autres langages s'en resserviront. Et si tu es très fort en algo, tu seras très fort en développement parce que ça semblera tout facile pour toi. c'est ça, c'est la suite logique. Voilà, merci en tout cas Audrey pour ce podcast, cette interview, c'était ultra enrichissant. Et puis ben écoute, s'il y en a un deuxième et que tu veux revenir pour une deuxième session, il n'y a pas de problème. De toute façon, je pense que je ferai une saison 2 de ce petit système de podcast apprenant et formateur. Donc voilà, ça sera avec plaisir. Ben, écoute, merci à toi. Et puis, comme tu as dit, hein, on aurait presque du contenu pour faire encore plus long. Donc, avec plaisir, pourquoi pas de remettre ça plus tard. Super, et ben merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao.